Du coup, je vous propose de rentrer un peu plus en détail sur nos toitures végétalisées. Ce que je vais essayer de faire au début, c'est plutôt une exploration de ces toitures, les décrire, qui elles sont, quelles sont leurs caractéristiques. Et en fait, ce qui caractérise un peu cette étude, c'est déjà, comme Gilles l'a dit, qu'on a beaucoup de données, et que par ailleurs, on a des modes de conception et des variables de conception qui sont aussi très variées. Alors voilà la photo de famille de nos 36 toits végétalisés étudiés. Pour les sélectionner, on s'est basé finalement sur une typologie qui est définie par les professionnels de la végétalisation des toitures et qui sont généralement aussi des professionnels du paysage et de l'étanchéité des toitures, et qui les classe en 3 catégories, généralement en fonction de la profondeur du substrat. Et donc on a dans notre échantillon 18 toitures dites extensives, donc qui ont une épaisseur du sol comprise entre 4 et 15 cm et qui sont plantées. C'est à peu près 90% du marché des toitures végétalisées aujourd'hui, ce qui explique que c'est le plus grand nombre dans notre échantillon. On a 6 toitures dites semi-intensives, donc dès qu'on a une profondeur de substrat qui est entre 15 cm et 30 cm, qui sont également plantées. Alors plantées ou précultivées, on verra un peu cet après-midi les différences de conception des végétaux. Et puis 8 toitures intensives, dès que l'épaisseur du substrat dépasse 30 cm, et qu'effectivement on a aussi des plantations. Et on a ajouté à cette typologie une 4e catégorie, qui s'appelle les toitures wide roof. Je ne sais pas si aujourd'hui elles sont définies à proprement parler comme une catégorie à part entière, mais elles existent et nous, elles nous intéressent d'un point de vue écologique. Ce sont des toitures avec une épaisseur de sol ou de substrat qui est variable. En revanche, elles ne sont pas plantées. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des toitures qui se colonisent toutes seules par la nature. Donc beaucoup de toitures, des épaisseurs de substrat variables. Donc on retrouve ici, vous avez toutes les épaisseurs de substrat de nos 36 toitures. On retrouve nos... j'ai éteint. On retrouve nos extensives ici, nos semi-intensives et nos intensives, avec des variations assez grandes. La plus petite profondeur, c'est le centre technique du CD93, du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, avec 3,7 cm seulement. Donc c'est quasiment exclusivement des graviers et puis des feuilles qui se sont décomposées. Et jusqu'en haut de l'affiche, l'école des sciences et de la biodiversité, conçue par les architectes Chartier-Dalix, avec sur la partie boisée de la toiture ici, 1 mètre de profondeur de substrat. Pour des bâtiments qui sont aussi, eux, variables, donc c'est 36 toitures étudiées sur 32 bâtiments, parce qu'en fait, il y a des bâtiments qui abritent 2 formes différentes de végétalisation, et qui s'étale de 2,70 m à 30 m de hauteur. Donc j'ai mis à chaque fois les extrêmes, avec le centre commercial de Beaugrenelle qui lui culmine à 30 m de hauteur. Et puis encore le bâtiment technique du CD93 à 2,70 m. Et qui pourtant, même en montant à l'échelle sur ce bâtiment, pour ceux qui ont le vertige comme moi, c'était pas forcément évident. Et une grande majorité de bâtiments publics, comme l'a dit Gilles, avec beaucoup de toitures du bailleur social Paris Habitat. Dans les bâtiments publics, on a 7 écoles, on a des organismes de recherche, les bailleurs sociaux, et puis quelques bâtiments privés dans l'échantillon. Aussi des surfaces extrêmement variables parmi nos toitures végétalisées, donc comprises entre 90 m² à peu près et 3000 m². Ce qui rend aussi les choses assez complexes, avec une grande majorité de toitures finalement qui font entre 200 et 600 m². Et puis ensuite, plus rares, des toitures comme celle du parc des expositions qui fait 3000 m². Mais vous voyez, en réalité, la végétalisation du toit fait 16 000 m² en totalité. Et la plus petite, c'est l'école Olivier de Serres, dans le 15e arrondissement de Paris, qui fait 91 m². Et enfin, 5 classes d'âge parmi nos toitures, avec les 3/4 de l'échantillon qui sont des toitures jeunes, entre 0, enfin en tout cas 3 ans, 2 ans, puisqu'on a terminé l'étude il y a un moment, et 15 ans. Et puis 3 d'entre elles qui ont entre 30 et 50 ans, et 2 d'entre elles qui ont plus de 50 ans. Voilà. Et notre bâtiment le plus vieux, c'est celui-ci, qui est assez original, le bâtiment Mosinor, à Montreuil. Peut-être que vous le connaissez, il s'agit d'un centre
logistique à étage, donc avec une véritable autoroute hélicoïdale à l'intérieur du bâtiment où peuvent monter des 38 tonnes jusqu'au sommet. Et à ce sommet, il y a 2 hectares de prairies, en fait, accessibles aussi par les camions. Et en regardant un peu dans l'histoire du site, il paraît que dans les années 80, c'était le The Place to Be des rave parties aussi, ce qui explique peut-être les niveaux de pollution qu'on a trouvés, enfin j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi les camions. Et un bâtiment aussi original, hein, qui est la scène musicale, qui est lui le plus jeune de notre échantillon et qui a été conçu en 2017. Donc des toitures d'âge variable. Et Audrey reviendra tout à l'heure sur les liens qu'on peut observer entre ces paramètres de conception, l'âge, la hauteur, la surface et la richesse floristique ou la richesse en pollinisateurs. Voilà, moi je vais poursuivre plutôt sur les analyses de substrats qu'on a pu faire. Donc on a fait différents types de protocoles dont on reviendra toute la journée. Et on a essayé on a collecté le substrat des toitures végétalisées pour faire toute une batterie d'analyses en laboratoire ou à l'aide de nos partenaires chercheurs de l'INRA, qui consiste en celui-ci, c'est faire 10 points de prélèvement sur l'ensemble de la toiture. Ici c'est la Cité de la Mode à Paris, et de regrouper, de pouler ces 10 échantillons en un seul échantillon, et puis d'analyser différents types de variables en laboratoire, grâce au laboratoire Auréa, et en même temps de mesurer les profondeurs. Donc vous voyez que les profondeurs sur les toitures peuvent être variables, et on en a fait une moyenne finalement pour faire nos calculs. On a des substrats qui ont des propriétés extrêmement différentes, et les analyses de laboratoire sur la granulométrie, la texture, le pourcentage de sable, d'argile, etc., nous ont permis de les répartir finalement en 3 catégories différentes. Des substrats de type minéraux, pour 12 sites, avec une dominance d'éléments minéraux, des substrats mixtes, pour 9 sites, et des substrats plutôt de type terreux, terre agricole, pour 13 d'entre eux. Donc vraiment quand même des compositions différentes entre les toitures et des propriétés différentes. Alors les collègues de l'INRA Dijon, dont Pierre-Alain Marron, qui présentera cet après-midi les résultats sur la biomasse, ont mis ces sols des toitures végétalisées dans le triangle des sols, donc, qui mesure les compositions en argile, en limon et en sable des différentes toitures, et les ont positionnés par rapport aux 2200 points du RMQS, du réseau de mesure de la qualité des sols, qui représente globalement les sols à l'échelle de la France, et qui sont en gris ici. Et donc on voit bien les différences entre ces types de substrats, avec des toitures extensives et semi-intensives en rouge qui sont plutôt très sablo-limoneuses, et puis les toitures de type agricole qui se retrouvent avec plus d'argile et qui se retrouvent finalement plus dans ce qu'on peut retrouver dans des sols naturels. Voilà. Donc il y a certaines des toitures qui se rapprochent d'un sol naturel et d'autres qui sont de composition extrêmement variable. Voilà, on a fait toute une batterie d'analyses, en fait plutôt les caractéristiques classiques physico-chimiques des substrats, et puis aussi les caractéristiques biologiques, les composantes biologiques. Et Pierre-Alain Marron reviendra sur la partie qui était la plus importante pour nous, qui était la biomasse microbienne de ces toitures. Voilà, donc je ne vous détaille pas tout, mais en gros on a des sols qui ont des caractéristiques plutôt élevées, que ce soit en éléments grossiers et avec des différences entre les toitures extensives et intensives. Des teneurs en argile qui sont plus importantes pour les intensives que les extensives, des taux de matière organique qui sont extrêmement variables, qui peuvent venir soit de la composition initiale, soit des apports exogènes de l'environnement par les dépôts de feuilles. Il y a pas mal de toitures qui ont un environnement assez boisé et donc qui sont enrichis au fur et à mesure par les éléments extérieurs. Donc des caractéristiques globalement très particulières et élevées. On a pu évaluer avec ces données le stock de carbone des toitures végétalisées en 2018. Alors c'est un stock à un moment donné où effectivement on voit qu'il n'y avait pas encore toutes les toitures là en 2018 sur cette analyse, mais on voit que globalement la plupart des toitures végétalisées dépassent largement ce qu'on trouve dans les sols naturels, que ce soit des sols de zones arides, de zones tempérées ou de zones boréales. Donc des sols qui contiennent beaucoup de carbone. Ceci étant, ça ne nous donne pas, en fait, on aurait aimé mesurer le potentiel de stockage de carbone dans le temps,
Et donc pour ça, il faudrait revenir peut-être d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, pour voir si les toitures sont capables de stocker du carbone. C'est pas prévu qu'on le fasse pour l'instant. Et du coup, une personne du CNRS, Pierre Barré, a mis au point une méthode qui s'appelle RockEval, et qui permet d'estimer, à partir de différents paramètres, Pierre-Alain, tu reviendras peut-être là-dessus parce que je ne les connais pas bien, qui permettent d'estimer ce potentiel de stockage de carbone, et donc de voir si éventuellement les toitures végétalisées contribuent à la séquestration du carbone dans une perspective climatique. La fertilité des substrats, c'est un paramètre qui est assez difficile à évaluer. On aurait voulu essayer de dire est-ce que les toitures sont fertiles ou pas. Alors je passe vite parce que ce n'est pas forcément très lisible, mais disons qu'on a des valeurs, il y a 2 paramètres utilisés en agriculture pour décrire la fertilité qui sont intéressants. Le C sur N, le rapport carbone-azote, qui est globalement très élevé sur les toitures, et un C sur N très élevé, ça veut dire une décomposition très lente de la matière organique. De même, on a un CEC, une capacité d'échange cationique, qui est aussi globalement élevée sur les toitures. Et quand la CEC est élevée, ça veut dire qu'il y a une mobilisation difficile des cations, comme le magnésium, etc., pour les plantes. Donc globalement, des toits qui sont des substrats qui sont assez récalcitrants pour fournir des nutriments utiles pour les plantes. Des pollutions, on a profité pour mesurer les taux de pollution sur chacune des toitures. Avec, vous le voyez, sur le zinc, donc on a fait tous les éléments traces métalliques. Ceci dit, ce qui ressort le plus, c'est le zinc et le plomb dans certaines des toitures. Vous voyez, il y en a une quinzaine qui sont assez polluées au zinc, en tout cas qui dépassent le seuil de contamination faible qui est fixé par le CEREMA. Et 2 d'entre elles, qui elles ont un taux de pollution au zinc qui dépasse le seuil de recommandation d'évaluation des risques, donc qui présente un risque pour la santé. Il s'agit de ce fameux bâtiment Mosinor, avec des taux extrêmement élevés de zinc, qui nécessitent des détections pour des maladies. À noter aussi que la deuxième toiture qui présente le plus de pollution au zinc, c'est Proma, on l'a appelé Proma, c'est sur un bâtiment de pédiatrie infantile. Heureusement, les enfants ne peuvent pas accéder sur la toiture, et puis elle est en hauteur, mais quand même, ça nécessite de regarder un peu plus près, surtout que sur Mosinor, les occupants du bâtiment avaient un projet d'agriculture urbaine finalement sur le toit végétalisé, donc on voit que ça peut remettre en question ce type de projet. Pareil pour le plomb, avec des toitures qui dépassent le seuil du référentiel francilien, et 2 d'entre elles, donc Mosine avec ou sans gestion, c'est la même, 2 d'entre elles qui dépassent le seuil de vigilance du Conseil de santé publique, avec des taux extrêmement élevés en plomb également. Donc une agriculture urbaine qui est impossible sur ces sites-là, évidemment. Et l'autre, c'est la toiture de l'hôtel Pullman, qui présente des taux élevés. Donc là, c'est global. Sachez qu'après la journée, on va faire des fiches par toiture qu'on va remettre aux gestionnaires pour qu'ils aient une idée en fait, du taux de pollution de leur sol. J'avance pour finalement vous parler de la rétention d'eau. Enfin, une des raisons pour lesquelles on a analysé le substrat, c'était pour calculer leur capacité de rétention d'eau, qui peut être utile dans la perspective de gestion des eaux pluviales à la parcelle, comme le recommande l'Agence de l'eau. Et donc vous voyez qu'il y a un écart assez significatif entre les 3 types de substrats, avec la capacité maximale de rétention d'eau, c'est le volume d'eau que peut contenir un volume de substrat. C'est le pourcentage d'eau que peut contenir un volume total de substrat, qui est à peu près de 50% pour les terres agricoles et qui descend jusqu'à 30-40% pour les substrats minéraux. Donc des toitures ont une capacité de stockage plus élevée que les autres. Et ce qui nous permet, quand on fait la relation entre cette capacité de rétention d'eau et la profondeur de substrat de nos toitures, eh bien de les classer par rapport au volume d'eau qu'elles sont capables de retenir, théoriquement. Donc on est en litres par mètre carré de toiture. Et vous voyez qu'il n'y a pas une seule toiture qui a la même capacité de rétention d'eau. Donc dire que les toitures végétalisées stockent de l'eau de manière générale est un peu une aberration. Enfin, il faut regarder par toiture ou regarder par type de toiture pour avoir une idée plus précise.
Sur cet exemple, on retrouve notre bâtiment technique, ce qui est normal, hein, 3 cm d'épaisseur, un substrat minéral qui est capable seulement de stocker 6 litres d'eau au mètre carré. Et puis, tout en haut de l'affiche, encore une fois, l'école de Boulogne et sa partie forestière qui a des capacités de stockage de l'eau de 530 litres au mètre carré, vu la profondeur de substrat. Alors ce sont des valeurs théoriques, il semblerait se dessiner ici un seuil, vous voyez les capacités d'absorption d'eau en gris, et puis d'un coup ça monte ici sur la toiture Pullman, qui elle mesure 25 cm de profondeur. Donc on a l'impression avec ce graphique qu'il y aurait un seuil à partir de 25 cm de profondeur. Les toitures peuvent stocker beaucoup plus d'eau qu'en dessous de cette profondeur-là. Et avec une valeur un peu aberrante pour une autre toiture, l'école des Boutours, qui a une profondeur de substrat un peu supérieure à 25 cm, mais qui capte moins d'eau, donc qui est due certainement à sa qualité. Des valeurs théoriques, effectivement, ça veut dire que c'est des toitures qui peuvent retenir de l'eau si le substrat est sec, s'il n'a pas plu avant, et qui ne tiennent pas compte de la végétation. Donc c'est pas très parlant. C'est pour ça qu'on a fait appel au CEREMA, enfin en tout cas on a utilisé un modèle développé par le CEREMA qui s'appelle l'outil Faveur et qui permet d'inclure ces paramètres-là, c'est-à-dire d'inclure la pluviométrie sur 10 ans, c'est un modèle, d'inclure la végétation de type océanique ou de type continental et d'inclure aussi la capacité de rétention du substrat. Et avec l'utilisation de ce modèle, on voit que toutes nos valeurs de rétention d'eau baissent à peu près de 30%. Donc on revoit à la baisse les capacités de rétention d'eau. Et puis, chose intéressante, on a fait figurer dans ce graphique, donc les capacités de rétention d'eau sont en bleu, c'est la capacité d'abattement d'un événement de pluie. Donc lors d'un événement de pluie, combien la toiture est capable d'abattre de millimètres de pluie. On a fait figurer une pluie courante, qui est, selon l'agence de l'eau Seine-Normandie, une pluie de 8 mm en 24 heures, ce qui correspond à 8 litres par 24 heures d'eau qui tombe. Et vous voyez que selon les analyses de Faveur, la plupart des toitures sont capables en fait d'absorber une pluie courante, sauf deux d'entre elles, celle du CD 93 et le collège Lucie-Aubrac dans le 93 aussi, qui sont en dessous. Et donc c'est un seuil qui est cohérent. En fait, l'agence de l'eau Seine-Normandie préconise, ne finance que des toitures végétalisées qui ont un substrat de minimum 8 cm de profondeur. C'est assez cohérent, puisque ces toitures-là sont en dessous de 8 cm, finalement de se dire qu'à partir de ce seuil, on a une capacité d'absorption d'une pluie courante, en tenant compte de la végétation, en tenant compte des pluies qui ont eu lieu lors des 10 dernières années. Si maintenant on regarde ce qu'on appelle une pluie décennale, où là on est à 48 mm de pluie en 4 heures, eh bien on n'a plus que 5 toitures de notre échantillon qui sont capables de les absorber. En réalité, certainement 13, parce que le modèle Faveur n'inclut pas des toitures qui sont au-delà de 30 cm de profondeur. Donc certainement les autres qui sont plus profondes peuvent l'encaisser aussi. Mais voyez tout de suite ici, à partir de cette toiture, Cinéma Robespierre, ici, qui est à 30 cm de profondeur, on a cette capacité d'absorption. Donc un nouveau seuil ici qui se dégagerait finalement autour de 30 cm de profondeur si on veut absorber des eaux, des pluies décennales. Voilà, ça peut être utile en fait dans le cadre de projets d'aménagement ou dans le cadre de réglementations liées au débit d'eau à la parcelle, d'avoir cette connaissance-là pour se dire on est dans un secteur où on a besoin finalement de stocker de l'eau sur les toitures. Et on peut s'amuser à calculer par bâtiment combien on peut retenir d'eau dans l'année. Je suis désolé, c'est pas très visible, mais je vais l'expliquer. Et donc on a simplement multiplié cette capacité d'abattement des toitures par leur surface. Et donc voilà, des toitures de petite surface, mais qui ont une forte capacité d'absorption de l'eau, comme pour Pullman, on est à peu près à 500 litres par mètre carré et par an d'eau retenue, soit 150 000 litres pour l'ensemble de la toiture. A l'inverse, des toitures végétalisées qui ont une petite capacité d'absorption d'eau,
mais qui sont très grandes, très vastes, comme le parc des expositions. On est à 264 litres par mètre carré par an. En tout, on peut imaginer que la toiture peut stocker jusqu'à 800 000 litres d'eau. Donc voilà, ça reste des chiffres à prendre avec des pincettes, mais qui sont quand même revus avec l'outil du CEREMA et peuvent être utiles dans le cadre de la gestion de l'eau. Voilà, j'en ai terminé pour les substrats. Juste, elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais Céline Houssin et Louis de Harvan, qui sont deux chercheurs du Muséum d'histoire naturelle, ont analysé la biodiversité des sols, et notamment les colamboles. Donc on n'a pas, à proprement parler, d'analyse de la faune du sol, de la microfaune et de la mésofaune du sol, sauf sur ces colamboles-là. On a décidé de regarder la biodiversité des sols plutôt à travers la biomasse microbienne. On a pensé aux vers de terre aussi à un moment donné, mais la plupart des toitures n'ont pas de vers de terre, sauf deux d'entre elles. Il me semble que sur la toiture de Boulogne, on a des vers de terre qui ont été apportés avec la terre agricole et ajoutés peut-être après. Et on a une autre toiture, on en a trouvé un, mais hormis ça, il n'y en avait pas beaucoup, donc je ne sais pas ce que ça aurait donné en termes de résultats. Et sur les colamboles, voilà, c'est en cours. Céline ne pouvait pas être là aujourd'hui. Elle a sélectionné quelques toitures, pas tout l'échantillon, pas l'ensemble des 36, sur lesquelles elle est allée prélever justement des substrats de la même manière que nous, et les a fait passer dans un berlaise, un dispositif pour récupérer les colamboles de l'échantillon, et les a identifiés. Donc on a sur quelques toitures les richesses de différents colamboles. Et ce qu'elle montre, c'est qu'il y a pour l'instant, il n'y a pas trop de résultats, mais qu'il y a des richesses variables, très variables en fonction des toitures. Et surtout qu'il peut y avoir une évolution dans le temps. Et donc actuellement, elle effectue un suivi sur le toit du bâtiment d'entomologie du MNHN, qui est une toiture white roof. Et je pense que ça fait 3 ans, Laurent, tu sauras peut-être mieux le dire, 3 ans. Et en 3 ans, en fait, elle observe des compositions différentes de colamboles d'année en année. Donc des colamboles qui ne sont plus là, des colamboles qui sont apparues. Et les colamboles se nourrissant par ailleurs des mycorhizes, ça sera intéressant de faire le lien avec l'étude que pilote Laurent Palka, qui nous présentera cet après-midi sur les mycorhizes aussi des substrats. Voilà, merci. Moi, j'en ai terminé. Et puis, je passe la parole à Audrey, qui va rentrer plus en détail dans les analyses.